Salut les amis, je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Vérité, ce nouveau format de cette émission, l'émission qui est faite pour les gens qui n'ont pas peur de s'exprimer. C'est le cas de Gulit Koba Adrien qu'on a eu le plaisir de recevoir. Il a parlé de plein de choses, il a parlé du tout-puissant Mazembe, il a parlé de sa carrière de journaliste, sa carrière de joueur. Il a également parlé de sa relation profonde avec la légende du football congolais, Trésor Mputu. Tout ça s'est retrouvé dans cette interview. Le temps pour moi d'abord de remercier la grande équipe qui m'aide à réaliser cette interview. Grand merci à Ras Beni ainsi qu'à Michael Kilanda. Merci à vous de suivre cette vidéo. Merci également au cadre qui nous reçoit. Nous sommes à Kik Palace, nous sommes du côté de Kassangoulou, juste avant l'école de Tanzi. Merci également à Raoul Kikuji qui nous a fait le plaisir de nous recevoir dans ce très très beau cadre. On se quitte et on se retrouve tout de suite avec l'émission de Gulit Koba dans Vérité. C'est parti. Bonjour à tout le monde, je suis content d'être reçu dans cette émission Vérité et c'est un honneur pour moi de partager ce moment précieux avec les téléspectateurs. Alors franchement ici on a le temps de discuter, on a le temps de répondre à toutes les questions. Moi j'aimerais déjà dire à tous nos amis internautes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube que Gulit Koba c'est quelqu'un, pour la petite anecdote, que je regardais la télévision, je rêvais quelque part il était jeune, je regardais la télé, aujourd'hui j'ai le plaisir de le recevoir. Ah, ça me va droit au cœur. Alors Gulit Koba, pour la première question, on aimerait déjà vous découvrir un petit peu, savoir d'où est-ce que Gulit Koba vient, où est-ce qu'il est né et où est-ce qu'il a grandi jusqu'à aujourd'hui. Ah ok, je suis né ici à Lubumbashi. Je suis tellement un vrai louchois, comme on aime le dire entre guillemets, c'est-à-dire vers les années 90, donc ici à Lubumbashi, précisément de la commune Kampemba, au quartier Bel Air. Et j'ai fait mes études à l'école primaire Imara, que vous connaissez bien. Et puis je suis allé pour les études des humanités ou les études secondaires à l'Institut Kitumaini, le collège Saint-Boniface. Et après avoir repris une année en 2008, la 5e année. J'ai repris la 5e année parce que à l'époque, je ne sais pas même maintenant, à l'époque au collège Saint-Boniface, vous avez moins de 55%, vous ne passez pas en 6e des humanités. Alors nous qui avions à 53 à l'époque, impossible de passer à l'étape prochaine, mais j'ai obtenu mon diplôme d'état dans les humanités pédagogiques et puis je suis allé à l'université, à la faculté de lettres et sciences humaines, au département des sciences de l'information et de la communication, où j'ai choisi en première et deuxième licence l'option communication des organisations, le marketing des communications de l'image, entre guillemets. C'est comme ça que j'ai obtenu mon diplôme de licence à l'université de Lubumbashi. Donc ça c'est le cursus pratiquement étudiantin pour ma personne. Alors Gulit Koba, on aimerait savoir dans quel environnement tu as grandi, dans quel environnement familial. Tu avais un papa qui était assez sévère ou tu étais toi-même déjà un enfant, bon enfant comme on dit? En réalité, notre papa, il a été, ou il est rigoureux dans tout ce que nous faisons, parce que même à présent, il continue toujours à nous surveiller et à nous conseiller dans tout ce que nous faisons dans notre domaine de la vie. J'ai voulu à tout prix œuvrer dans le monde du football, parce que j'aimais trop jouer au football. J'ai joué au football dès mon enfance, mais c'est fait que par rigueur, par la demande des parents, on voulait à tout prix que nous puissions nous concentrer aux études. Et ce qui est important, je pense, chez nous, on ne pouvait pas sortir au-delà des 19h. C'est une habitude que nous avons acquise dès l'enfance. Et tout le monde à 19h doit être autour de la table en train de revoir les notes. Peut-être la journée de samedi. Et dimanche, on était de retour pour reprendre bien les cours lundi. Donc la rigueur de nos parents nous a poussé à ce que nous puissions aller, comme je l'ai dit, à l'université, étudier dans les bonnes conditions. Et surtout, être un peu quelqu'un qui a eu une bonne éducation en termes de la vie sociale. C'est très important. Et aujourd'hui, est-ce que ça t'a servi, l'éducation que tes parents t'ont donnée aujourd'hui? Est-ce que ça t'a réellement aidé dans la vie? Ou tu t'es dit peut-être que les parents exagéraient un petit peu? Est-ce que tout ce que tes parents t'ont donné te sert aujourd'hui? Moi, je pense que nos parents nous ont sérieusement aidés. Parce qu'en grandissant, une trentaine déjà révolue, je me dis que je bénéficie beaucoup plus de l'éducation que j'ai eue auprès de mes parents. Il y a des choses que je ne fais pas. C'est vrai, il y a une éducation diffuse qui est venue à partir de l'université de Lubumbashi, changement de mentalité, un comportement que nous avons adopté par exemple. Moi, je ne prenais pas la bière avant que je ne sois universitaire. Mais avec les amis, on se retrouve là et puis
Il y a un comportement qu'on a adopté avec le temps, avec l'âge, en grandissant. Mais sincèrement, je pense que les parents nous ont aidés. Il y a des choses que je ne fais pas dans la vie. Parce que je me dis que depuis mon enfance, par exemple, Joël, tu peux laisser ton téléphone là, ici, pendant 5 heures du temps, 20 heures du temps, tant qu'il est à la portée de Gulit, même si tu n'as pas vu, retiens que Gulit te le rendra. Donc c'est un aspect, il y a des choses, moi je ne vole pas, il y a des choses, peut-être c'est l'éducation que nous avons eue. Ne prends pas les choses d'autrui. Par exemple, je pense que si nos parents nous ont dit ça, mais il y a d'autres qui le font. Vous avez des gens au centre-ville qui se croisent avec vous avec vos téléphones là, ça n'y est pas. C'est par manque aussi. Il y a aussi des voleurs en cravate, en costume aussi. Il y en a aussi, par exemple. Par manque aussi d'éducation. Je pense que l'éducation que nous avons reçue auprès de nos parents nous continue à nous aider dans la vie. Et c'est très important. Donc nos parents n'ont pas eu tort ou n'ont pas tort de nous amener à l'école et puis de nous éduquer autrement. Je pense je ne suis pas déçu. Je suis par contre content le fait qu'il y a des choses que les gens disent que non, ça Gulit ne peut pas faire. Ça il peut faire. Ça il peut faire, ça non. Donc je connais au moins faire les distinguos des choses. Et aujourd'hui, quand tu te regardes, tu analyses la vie que tu as aujourd'hui, est-ce que tu peux dire clairement que tes parents sont fiers de toi aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a encore d'autres choses, d'autres réalisations que certainement tu vas faire prochainement. Mais à l'heure aujourd'hui, à la date actuelle, est-ce que tu peux être franc et me dire que oui, mes parents aujourd'hui sont fiers de l'homme que je suis? Pas à 100%. Je pense que mes parents seront fiers de moi les jours que je dépasserai ce que mon père a fait. Je pense là, même papa sera content de moi. Mais je sais que je n'ai même pas encore fait 10% de ce que lui a fait. Le chemin est long. Il est tellement long. Tu sais, on nous dit toujours un enfant qui ne sait pas mieux faire que son père. On parle de la malédiction, c'est un enfant maudit. Mais je ne les prends pas dans ces contextes-là péjoratifs. Je les prends dans un angle plus particulier. C'est vrai, il faut mieux faire que les parents. Je pense que comme je n'ai pas encore fait quelque chose, même à 10% par rapport à ma famille, par rapport à ce que mon père a fait dans sa vie jusqu'ici, je pense qu'ils ne sont pas totalement fiers de moi. C'est vrai en termes de l'image, c'est quand même quelqu'un qui défend bien la famille, mais je n'ai pas encore eu des réalisations importantes dans ma vie qui peuvent rivaliser d'ardeur avec papa, avec mon père. Je comprends parfaitement. Et peut-être pour finir sur cette première partie, on aimerait savoir ce nom, Gulit. Pourquoi ton père ou ta mère t'a donné ce prénom-là de Gulit? Gulit, c'est quelqu'un de très connu. Pour ceux qui ont vécu les générations avant 90, connaissent Gulit. Donc, tous les Gulit que vous connaissez, normalement, sont nés en 89, 88, 90. Tous les Gulit. La raison c'est laquelle? Parce qu'en 1988, les Pays-Bas, les Netherlands, comme on aime les dire, les pays de Benelux en Europe, les Pays-Bas remportaient la Coupe d'Europe. C'était un certain 9 juillet. Moi, je suis né le 10 juillet. Ok. Donc le nom qui est venu, c'est par rapport au Gulit qui a fait rage, qui a fait fureur en Europe, en remportant la Coupe d'Europe avec Louis Van Basten et la génération dorée de Pays-Bas. On n'aura jamais vu cette génération-là. C'est Ruud Gullit avec les. C'est Ruud Gullit, exactement. C'est lui qui remporte la Coupe d'Europe avec les Pays-Bas cette année-là. Et c'était un joueur préféré de mon papa. C'est comme ça que papa du coup a pris le nom de Gullit et il me l'a donné. C'est un nom néerlandais des Pays-Bas. Ah, c'est super intéressant. Ouais, c'est là que c'est là oui. C'est ça que papa il t'a sacrifié au foot. Donc c'est là que vient mon nom, Ruud Gullit, ouais. Ah, c'est franchement super intéressant, ouais. On ne le savait pas. Mais là, on va maintenant entrer un peu plus dans vraiment la partie essentielle de notre entretien. Gulit Koba, j'aimerais savoir à quel moment tu as eu cette passion pour le football. Peut-être les gens qui nous suivent le savent, vous avez fait l'académie, la Katumbi Football Academy une certaine année. À quel moment vous avez eu cette passion-là et pourquoi ça s'est arrêté comme ça? Sincèrement, moi j'ai grandi dans le football, hein. C'est ce qui est vrai. Dès les bas âges, je ne sais pas, peut-être par rapport au nom, Gullit peut-être. J'ai commencé à jouer au football dès les bas âges, franchement, 7 ans, 8 ans. Je suis allé à l'académie Katumbi Football Club, à l'Ecofoot Katumbi, où j'avais pratiquement... c'est en 2000, combien? Je suis allé à l'académie Katumbi Football Club en... 2007? Non, pas 2007, c'est loin. 2005.
2005, ouais. En 2005, j'ai rejoint l'EcoFoot Katumbi. Parce que l'EcoFoot Katumbi a été créé en 2002, 3 ans plus tard après sa création. C'est là que j'ai rejoint la grande équipe, la grande académie de football qui existe actuellement dans mon pays. Et de l'EcoFoot Katumbi jusqu'au Corbeau, donc l'ancienne équipe de Corbeau, c'était la première division de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Donc, je pense que mon parcours déjà à l'EcoFoot, on apprend comment jouer au football. Il faut être meilleur pour être adopté là-bas. Je suis passé par les tests, sans parents, sans qui que ce soit. Moi-même, là, je suis allé à l'EcoFoot et j'ai commencé par Don Bosco. Bon, on a côtoyé des amis à l'Institut Technique Salama. Et c'est de là que nos amis, les jours qu'on organisait un test dans l'équipe de l'EcoFoot Katumbi, on nous a pris tous ces lots-là pour aller faire au stade Mazembe, au stade Mwanké à l'époque. On arrive là à l'eau de plus de 600 personnes dans ces lots-là. On est resté dans un lot de 100 personnes. Et au finish, parmi les 30 qui étaient retenus, j'étais parmi. Donc j'étais parmi ceux qui ont retenu, qui avaient été retenus cette année-là. Et puis de 2003 jusqu'en 2009, oui. C'est ma dernière année à l'EcoFoot Katumbi parce que j'ai obtenu mon diplôme d'État 2009-2010. Alors à l'EcoFoot, quand vous avez votre diplôme d'État, vous avez grandi. Il faut maintenant aller à l'étape prochaine. Ouais. Et ces années-là, de 2007, 2008, 2009, c'est Moïse Katumbi qui encadre les jeunes. Nous sommes les encadrés de Moïse Katumbi. Et c'est les regrettés que nous regrettons aujourd'hui. C'est lui qui nous a encadrés à notre jeunesse. Et ça nous a permis d'aller dans l'équipe de Corbeau Football Club en première division. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Guillet Koba n'est pas devenu un footballeur professionnel du Congo? Dès lors que j'ai obtenu mon diplôme d'État, 2009-2010, j'ai dit à mes parents ouvertement que non, je ne continue pas à étudier, je pars jouer au football. Ah, mon frère, il faut voir comment j'ai failli être maudit. tous les mots du monde, maman ne voulait même pas plus me regarder. Ce n'est pas le football d'aujourd'hui exactement. Et papa, n'en parlons pas. Si tu veux ça, tant pis, tant mieux, mais tu quittes mon toit. Donc chez moi, il faut étudier. Moi, ton père qui te parle, je suis licencié, j'ai obtenu, il me fait voir les diplômes qu'il a, les baccalauréats et comme ça. Le palmarès, il me dit que dans ma maison, si tu n'as pas les diplômes de licence, obtiens les diplômes de licence et puis je te laisse faire ce que tu as à faire. Alors quand je regarde le temps que j'ai pris, il me faut à tout prix aller à l'université. Mine de rien, lui, il me donne l'argent, il m'inscrit. Et je pars à l'université. C'est à l'université que j'ai compris qu'il fallait faire vraiment les choix. Parce que là, je ne sais pas actuellement, même actuellement, on a des cours de 8 à 12, on a des cours de 14 à 18. Il y a des cours importants qu'on nous mettait après-midi, des critiques historiques, TOF. Vous devrez à tout prix être là pour réussir. La présence physique. Le professeur est à la porte sortie et avant de sortir, tout le monde doit remettre son papier de présence pour être coté prochainement. Et c'est à cette heure-là que ton équipe s'entraîne. Après-midi ou avant-midi. Les équipes s'entraînent avant-midi ou après-midi. Il faut faire les choix. Donc tu ne peux pas être deux fois. Voilà, deux endroits malheureusement. C'est-à-dire, à un certain moment, je prenais fuite les cours d'après-midi. Avant-midi, je m'entraîne. Et dès lors qu'on a pris les séances d'avant-midi, après-midi, je commence à fuir. Donc j'ai pris le temps. Alors quand je regarde avec le temps, l'allure, les cours commencent à entrer. Je commence à être un étudiant un peu important dans ma promotion. Les TP, c'est moi qui regroupait pratiquement les gens. Donc tu n'étais pas mal? Non, j'étais pas mal. C'est qu'il y a quand même l'aspect intelligence qui est entré en jeu dans ça. Et ça ne m'a pas permis du tout de me subdiviser en deux. La première année, j'ai essayé de réussir parce que j'ai des moments difficiles avec l'interface que j'ai eu. La deuxième année, j'ai essayé tantôt. Quand j'arrive à G3, la dernière année où j'écrivais mon TFC en plus, c'est là que je me suis dit non. Je ne dois pas, comme les Quinois aiment le dire, Kobomanzo, Toporia, je dois faire les choix. J'ai laissé quand j'étais en G3, je suis resté un joueur de l'interfac à la faculté et des loisirs complètement, parce qu'il me fallait à tout prix me séparer d'avec le football et rester complètement étudiant. J'ai obtenu mon diplôme de graduat et puis je continue à l'université avec d'options sérieuses pour bien réussir. Alors Guillet Koba, on doit comprendre qu'aujourd'hui, Guillet Koba est plus passionné de football que passionné de journalisme. Je suis d'accord. Je pense que c'est... Vous n'avez pas tort. Ça, je l'assume parce que le football, tellement, je peux le dire, c'est inné. Hein, c'est inné. C'est un monde dans lequel
j'ai vraiment vécu pendant plusieurs années. Et le journalisme, je l'ai appris après un temps. Et puis, ça me ramène directement dans le monde du football. Et de ces faits, je pense que le football me séparer de lui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué vu que je l'ai joué, et je l'ai aussi bien joué. Et ça m'a ramené pratiquement à ne pas les quitter le sitôt possible. Et aujourd'hui, Gulit Koba, on connaît le parcours que vous avez aujourd'hui. On n'aura peut-être sûrement pas le temps de revenir sur votre long et valeureux parcours que j'admire moi personnellement. Mais dans votre position d'aujourd'hui, parce qu'on le rappelle, on reçoit Gulit Koba aujourd'hui dans sa qualité de directeur de programme de Kyondo Radio et Télévision. Aujourd'hui, Gulit Koba, quel regard vous apportez dans l'ensemble du monde journalistique congolais, particulièrement du côté des sportifs? Je pense que aujourd'hui, les journalismes sportifs en RDC, sa maison, où on appelle encore comment ça, l'expression, les berceaux du journalisme sportif congolais, c'est Lubumbashi. Cher frère Joël, je vous dis vrai que Lubumbashi a produit des bons journalistes et continue à produire des bons journalistes. Notamment vous, c'est-à-dire que nous sommes des produits de la ville de Lubumbashi. On va se rappeler quand même que les plus grands journalistes sportifs congolais, c'est aujourd'hui, s'appelle Charles Mbouya. Ça n'appelle pas des commentaires. Il est à Canal+. C'est un produit Lubumbashi, un produit local, un produit de l'université de Lubumbashi. Ça sert à rien que je cite des noms Kasongo Mayamba, Lucien Chimpumpu, Olga Massangou, Pascal Mangala, des correspondants RFI, ils sont de Lubumbashi. Et même les correspondants actuellement de Canal+, il est de Lubumbashi. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui Lubumbashi a des journalistes, des jeunes qui arrivent, qui ont du talent et qui peuvent prospérer à n'importe quel moment. Donc je pense que le regard il est positif, mais seulement que nous demanderons aux jeunes qui arrivent d'être un peu plus travailleurs que rêveurs. Question aussi peut-être de corriger ce que vous n'avez peut-être pas su faire à la longue. Parce que les rêves, il est permis. Tous voyons Charles Mbouya sur Canal+. Ce qu'il fait, il produit un très bon travail et nous pouvons imiter à n'importe quel moment. Même si les conditions ne sont pas les mêmes. Les conditions, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui et les conditions dans lesquelles Charles Mbouya travaille. Je pense que vous êtes aussi capable de faire mieux avec ce que fait Charles Mbouya. Mais en réalité, les rêves dont je parle ici, c'est que les journalistes ne sont plus naturels dans leur façon de faire, dans leurs rêves en réalité. Donc mieux vaut travailler la façon de faire, qu'il y ait aussi certains recyclages, certains séminaires de formation pour la maîtrise d'autres choses, surtout l'éthique et la déontologie journalistique qui peuvent nous amener à avoir de très bons journalistes dans le futur, encore une fois, même si le Lubumbashi a toujours eu des bons et des grands journalistes. Et moi, avant de parler de vous, de votre touche particulière que vous avez peut-être apportée dans le monde du journalisme, j'aimerais savoir d'abord quel rapport vous avez avec les jeunes aujourd'hui, avec toutes les qualités que vous avez, les responsabilités aussi que vous avez aujourd'hui. Est-ce que Gulit Koba entretient des bonnes relations avec les jeunes journalistes et qu'est-ce que vous leur apportez aujourd'hui? En tout cas, je peux exagérer que je peux être parmi les 5 journalistes qui accueillent bien des jeunes. Je dis qui accueillent bien des jeunes, c'est-à-dire les nouveaux venus. Mais seulement malheureusement, il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez d'espace pour peut-être leur donner ce qu'ils veulent. Mais en réalité, dès lors que vous pouvez vous informer, il y a des jeunes qui viennent à notre portée. En tout cas, nous les recevons, nous les accueillons très bien, à bras ouverts d'ailleurs, avec peut-être certaines notions que nous essayons de donner, que nous avions apprises à l'université, qu'eux n'ont pas encore appris. Voilà. C'est important et on a le temps quand même de parler bien en profondeur avec eux, en toute sérénité et sincérité. En tout cas, vous pouvez vous informer, poser la question, que Gulit ne ment pas quant à ce. Non mais ça c'est vrai, mais ce qui est aussi vrai, c'est que Gulit Koba aujourd'hui c'est un nom, c'est quelqu'un de reconnu dans la ville par rapport à ce que vous faites. Quel regard vous apportez à Gulit Koba lui-même, le journaliste? Qu'est-ce que vous avez apporté dans le monde journalistique ici à Lubumbashi et peut-être en République démocratique du Congo? En réalité, c'est toujours difficile de trouver des choses nouvelles, d'innover. Mais c'est important de les faire parce qu'on risquerait de rester dans les mêmes choses. J'ai trouvé personnellement, l'année où je deviens journaliste et j'ai l'opportunité de passer sur les antennes, ma première émission télévisée s'appelait Score.
C'est une émission que j'ai présentée à la radio-télévision de Bombashi Djoua, RTLJ, la chaîne propre à l'honorable Jean-Claude Mouyambo Kiassa, que j'ai salué en passant. Score était une émission des disciplines connexes. Disciplines connexes et autres disciplines que le football. Tennis, volley, judo, karaté, hand et j'en passe. C'était une émission qui entrait moi à faire connaître les gens comme des Rafael Nadal, que beaucoup de gens ne connaissaient pas, peut-être. Donc les Serena Williams et j'en passe. Et c'est là que j'avais aussi su que les sportifs les plus chers, ça s'appelle Tiger Woods, c'est quelqu'un qui joue au golf. Donc tout ça est arrivé parce que j'ai appris à suivre les disciplines connexes. Mais ce que j'ai apporté beaucoup plus, je pense que c'est l'émission Derby. Derby est une émission qui donne l'espace à tout le monde. C'est-à-dire, à l'époque, voir un fanatique du TP Mazembe Anglebert passer dans une émission de sport, parler de son point de vue, de son apport dans Mazembe, c'était difficile. Pour recevoir les gens, il y avait que les gens qui doivent donner l'argent, il y avait que les gens qui doivent parler des dirigeants sportifs. Et les joueurs, pour les voir, il fallait toujours attendre, tout juste attendre après les matchs, pour une interview, après les matchs, à la pelouse, au terrain et consorts. Alors nous avons apporté, c'est vrai ça existait, mais pas du tout à 50% ou à 100%. Nous avons ramené tout le monde à la télévision. Derby a ramené tout le monde à la télévision, journalistes, fanatiques, dirigeants, footballeurs, vie privée du joueur, nous les avons ramenés tous à la télévision. Ça aide un petit peu, voilà. On l'a vu, les domiciles des joueurs. Voilà, ils vivent comment. Donc ça a été en grande partie l'apport de Derby. Je ne dis pas que je suis le premier à recevoir un joueur ou un fanatique, non. Nous avons trouvé, mais ça n'existait pas, ça a un pourcentage très bas. Je peux même dire 10%. Donc quand nous sommes arrivés avec Derby, nous avons apporté au moins cette pierre à l'édifice-là. Et je pense que ça a honoré. Et en dehors de ça, nous avons créé Derby Event. Donc Derby événement, l'émission Derby organise un événement. Nous organisons chaque année un événement de tous les sportifs, les amoureux du football, les sportifs, nous nous trouvons, des bonnes retrouvailles pendant une période donnée. Où tous les sportifs se retrouvent, en tout cas, de n'importe quelle discipline confondue en RDC. Et j'exagère, actuellement, c'est l'émission qui est la seule émission qui reste à Lubumbashi événementielle. Donc il n'y en a pas deux ou trois qui organisent sa propre manifestation, son propre événement pour couronner ou la méritocratie, parler autour d'une thématique donnée avec des sportifs. Derby le fait chaque mois d'août, ici à Lubumbashi. Et des fois, nous sortons même, nous partons à Kipushi 30 km, on rentre, on se débrouille pour faire des bonnes choses avec les sportifs. Quand on soit ensemble, le fait, c'est de consolider les relations entre fans Mazembe, fans de Popo, dirigeants Mazembe, dirigeants de Popo, entre tel. Parce que l'idée des derby est venue des deux grandes équipes de football de la ville de Lubumbashi, Mazembe et le Popo.